Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans le cadre de cette 4e date de webinaire pour ensemble participer au Turbo Trading Challenge. Nous avons la chance ce soir d'être accompagnés d'Alexandre Baradez, analyste IG que vous devez déjà bien connaître, et Fabien Labrousse de Vidéo Bourse. Alors je vous laisse chacun vous présenter en 2 petites phrases. Oui, bonsoir Maëva, bonsoir à tous et bonsoir Fabien. Oui, donc Alexandre Baradez, responsable des analyses de marché pour IG France. On se retrouve, vous le savez, sur les réseaux, sur Twitter tous les jours pour suivre les marchés en temps réel. Et puis dans le Market Live le matin également, tous les jours de 11h à midi, pour faire un point à la fois macro et technique. Et donc voilà, on brosse à la fois l'aspect macro mondial de tout ce qui est news économique. Et puis après, on plaque ça sur des scénarios graphiques, court terme et moyen terme, sur les indices, les devises, les matières premières, les taux, puis un petit peu de crypto également. Donc voilà, on essaie de couvrir à la fois l'aspect macro et l'aspect technique. Eh bien, Fabien Labrousse, je suis sur les marchés depuis 2007. J'ai créé un média qui s'appelle Vidéo Bourse et je suis partenaire de longue date avec IG. Vous me connaissez mieux sous le rôle de l'intervieweur ou du présentateur que joue ce soir Maëva. Eh ben, je suis content d'être speaker à cette occasion et également jeudi parce que je pense avoir 2-3 petites choses à dire sur les marchés. Oui, c'est vrai, ça change un petit peu de ce à quoi on est habitué. En tout cas, merci de nous rejoindre. Merci à tous les participants. Je vois que vous êtes nombreux et c'est super puisque vous allez pouvoir poser des questions. Alors, avant que est-ce que vous pourriez juste me confirmer que tout fonctionne au niveau du son et de la présentation? Voilà, me confirmer dans la fenêtre questions que le son est bon, la présentation aussi, et puis comme ça, on pourra démarrer tout de suite dans le vif du sujet. J'en profite également pour vous dire que c'est vraiment des sessions qui sont pensées pour être interactives. Donc, allez-y, posez vos questions. Vous avez la fenêtre questions qui est dédiée pour ça. Et donc, moi, je me chargerai de faire la navette et de pouvoir orienter vos questions vers Alexandre et Fabien. Donc, n'hésitez pas. Parfait. Eh bien, écoutez, Fabien et Alexandre, on me confirme que tout fonctionne. On va pouvoir démarrer immédiatement. Alors, il y a pas mal de nouveaux clients qui nous rejoignent. Donc, je passe juste une petite minute sur l'avertissement. Je vous rappelle bien sûr que cette présentation est faite à titre indicatif. C'est absolument pas à considérer comme un conseil ou une recommandation. Fabien et Alexandre vont vous donner leur vision du marché. Voilà. Après, libre à vous je dirais, d'adapter ce que vous allez pouvoir écouter ce soir. Et bien sûr, IG se dégage de toute responsabilité concernant l'utilisation qui est faite de cette présentation et les conséquences qui en résultent. En ce qui concerne IG, nous sommes cotés à la Bourse de Londres, au FTSE 250, qui est tout simplement l'indice élargi du FTSE. Nous avons plus de 313 000 clients à travers le monde, alors dans une vingtaine de succursales. Je peux vous citer le Japon, l'Afrique du Sud, l'Espagne, pourquoi pas. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne, présent à l'international depuis 45 ans. Et puis là, vous voyez affiché 14 ans, mais justement, cette année, nous allons fêter nos 15 ans à Paris. Donc voilà, une bougie supplémentaire et qui sera accompagnée de plein de jolis événements. Je laisse tout de suite la parole à Alexandre et je te laisse la main. Merci Maëva. Voilà, donc je vais commencer cette présentation dans le vif du sujet directement, donc avec les sujets que les marchés surveillent. Donc je m'assure que tous les slides soient bien calés, c'est parfait. Donc on va commencer par cette slide en fait, donc ma présentation va durer une vingtaine de minutes. Je vais essayer de faire ça assez synthétique aujourd'hui. Où en sommes-nous des risques en fait? Parce que si on regarde bien, depuis le début de l'année, l'environnement de marché est marqué par des risques. Le retour de l'aversion au risque qui a été déclenché par 3 phénomènes. Premier phénomène, la forte hausse donc des prix, catalysée par la hausse des matières premières et donc nécessitant un ajustement vigoureux de la communication des banquiers centraux. Ça, les marchés n'ont pas aimé et c'était le thème, on va dire, de toute fin 2021 et ça a commencé à se muscler début 2022. Deuxième thème, on est toujours en plein dedans, la question géopolitique, l'Ukraine, donc avec ses répercussions aussi en termes de prix des matières premières et de répercussions sur l'activité économique, morale des investisseurs, morale des consommateurs, etc. Donc, ces répercussions d'ordre macro. Et puis, troisième élément, c'était la Chine, les confinements en Chine. Et ça, de ce côté-là, on en est plutôt sorti. Et donc, il y aura du mieux de ce côté-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie de voir, c'est dans quel
phase d'appréciation du risque. Et donc, c'est important pour la thématique qui est celle de ce soir, à savoir comment on fait pour quelle stratégie par rapport aux indices. Déjà, quelle stratégie? Savoir si on va vers du mieux ou du moins bien. Donc, on peut dire que par rapport à la phase de stress intense qu'on a connue il y a encore quelques mois avec un VIX qui était monté, une volatilité qui était montée à plus de 30, on est désormais sur une volatilité qui est plutôt aux alentours de 23-25. Donc, ça s'est détendu parce que certains thèmes se sont aussi un petit peu détendus. Je pense à la Chine notamment. Donc ça, c'est pour le verre à moitié plein. Mais le verre à moitié vide, et c'est ce que nous allons voir maintenant, il y a toujours en fait des zones qui font que, d'un point de vue de la question doit-on revenir dès maintenant de manière dynamique sur les marchés parce que ça y est, le plus dur est passé, on ne peut pas encore le considérer d'un point de vue des taux, par exemple, d'un point de vue des spreads, d'un point de vue de ce qu'on appelle les obligations à haut rendement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, en fait. C'est qu'il y a des zones comme ça, je veux dire, pas dire des zones d'ombre, mais des zones de stress qui persistent sur certaines classes d'actifs. Mais disons que les planètes négatives sont moins alignées qu'elles ne l'étaient il y a encore quelques semaines. Quelques planètes ont commencé à s'écarter un peu de cet aspect négatif. Je pense donc à la Chine pour l'aspect sanitaire, mais on verra que la Chine recèle malheureusement encore des questions de risque liées à son immobilier, par exemple. Et ça, on le verra sur le high yield. Sur la question de l'inflation, on le verra tout à l'heure également, les prix des matières premières se sont quand même pas mal détendus depuis maintenant un mois et demi. Donc ça va avoir des répercussions dans les chiffres d'inflation, les prochains chiffres d'inflation, donc qui laissent penser qu'on arrive effectivement sur ce pic inflation. Et troisième élément, c'est la géopolitique. Et là, par contre, on ne peut pas dire qu'il y ait réellement eu de grosses avancées. Donc, vous voyez, un des thèmes qu'on regarde aussi pour l'appréciation du risque sur les marchés actions, donc, c'est est-ce que, par exemple, si on parle des indices européens, est-ce que pour la zone euro, on a une visibilité qui est très bonne? La zone euro, il y a la question géopolitique et puis donc la question également de l'homogénéité de la zone euro, de la convergence des taux. C'est que chaque pays a des taux souverains qui sont différents, des taux 5 ans, 10 ans, etc., qui sont différents. Quand tous les taux bougent, certes de manière différente, le taux de l'Allemagne est toujours plus faible que le taux d'Italie, d'un point de vue historique, ça a toujours été le cas. Donc, ce n'est pas tellement qu'il soit plus haut ou plus bas qui est important, c'est est-ce que quand le taux de l'Allemagne monte, est-ce que l'écart avec le taux allemand, par exemple, le taux italien, pardon, est-ce que cet écart s'accroît ou pas. Et là, la phase que nous connaissons depuis déjà plusieurs mois, c'est un écartement des spreads au sein de la zone euro entre l'Italie et l'Allemagne. Vous l'avez ici, le spread, donc, c'est l'écart de taux entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien. Vous voyez qu'on est actuellement à 2,37. Il y a une petite phase d'accalmie que vous voyez ici il y a quelques semaines. C'est un petit peu détendu quand la BCE avait commencé à menacer d'utiliser, en fait, c'est pas une menace d'ailleurs, c'est de dire on va mettre en place des outils anti-fragmentation, c'est-à-dire pour éviter que les taux s'écartent trop fortement sur la zone euro. Là, vous voyez, le spread s'est un petit peu resserré. Et puis, depuis quelques jours à nouveau, et malgré la réunion de la BCE la semaine dernière, eh bien, on voit que ce spread s'écarte à nouveau parce que cet écartement, il traduit quoi? Il traduit à la fois le fait que la BCE doive resserrer à court terme ces taux de manière assez dynamique parce que l'inflation est clairement inacceptable en zone euro, on est largement au-dessus des objectifs de la BCE. Et deuxième point, c'est les questions d'ordre économique, les risques liés notamment à la géopolitique, les prix de l'énergie en zone euro, on va le voir dans quelques instants, et donc finalement l'entente des pays par rapport aux questions s'il faut rationner le gaz, comment va se répartir ces rationnements au niveau de la zone euro. On voit qu'il y a déjà des dissensions par rapport à ça, quel pays doit en faire plus, quel pays doit en faire moins, quel pays peut aider l'autre, etc. Donc l'ombre de la géopolitique plane aussi derrière cet écartement des spreads en zone euro. Donc ça, vous voyez, ça, c'est pas un élément très favorable à un retour massif de l'appétit pour le risque. Tant que les spreads continuent de s'écarter, ça veut dire qu'on a des craintes sur on va dire la trajectoire économique de la zone euro et de certains pays au sein de la zone euro. Et donc, ça, c'est plutôt un signe. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'inquiéter et tout vendre. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas, vous voyez, une courbe qui part plutôt à la baisse, comme ce fut le cas ici, alors ça, c'était la BCE qui baissait les taux, mais je parle des phases plus d'expansion de marché, comme ici, par exemple, entre 2012 et 2014-2015, les marchés étaient assez haussiers parce qu'il y a eu cette crise de la dette en zone euro qui s'était ensuite estompée, et vous voyez, les spreads s'étaient resserrés, et c'était aussi pour le marché action. Donc, il faut quelque chose qui ressemble un peu à ça, peut-être pas aussi rigoureux que ça, mais en tout cas qui se stabilise et qui ne monte plus. Voilà. Tant qu'on assiste comme ça à une phase de tension sur les spreads, eh bien, normalement, c'est pas le carburant qu'il faut pour que les indices repartent très fortement à la hausse. Ensuite, d'autres points qu'on va voir. Donc voilà, la menace permanente de l'énergie, un des plus gros risques pour la zone euro, il est là en fait, et il repose bien sur la géopolitique, à savoir les prix de l'énergie et la disponibilité d'énergie en zone euro. Là, vous avez à l'écran donc les prix du gaz qui se négocient en zone euro sur les différentes places d'échange. Il y a plusieurs places d'échange pour le gaz naturel en Europe. Donc, quand on prend les plus grosses places d'échange, voilà les prix qui se négocient. Donc, ça s'exprime en euros par mégawatt-heure. Et on voit bien, vous voyez, par rapport aux années 2018, 2019, 2020, même 2021, on voit bien que les prix déjà en mars, c'était complètement
verticale, mais que même récemment encore, on a des prix qui sont anormalement élevés, et ça évidemment, ça entretient malheureusement la pression sur les prix, et ça entretient le sentiment négatif qui pèse d'un point de vue économique. Vous l'avez vu ce matin encore avec les indices IFO en Allemagne, les anticipations IFO, c'est-à-dire à la fois l'indice actuel et les anticipations du climat des affaires en Allemagne, montrent qu'on a effectivement toujours une défiance qui est très forte sur les perspectives économiques. Et les économistes de l'IFO, donc l'Institut allemand qui a créé cet indice, les économistes disent en gros, la récession ou pas en Allemagne, on ne sait pas si on aura récession, ça paraît de plus en plus probable, mais à ce stade, on n'y est pas encore. Les économistes de l'IFO, ils disent si le gaz continue de nous parvenir via les gazoducs au rythme actuel, on évitera la récession. Si la Russie abaisse les livraisons de gaz, voire les coupe, on ira vers la récession. Donc en fait, on a une énorme partie de la trajectoire économique, et donc derrière ça, bien du comportement des valeurs en bourse qui dépend majoritairement de la géopolitique. Moi, je dirais aujourd'hui que le risque, si on doit graduer un peu les risques, pour moi, je ne mettrais pas finalement l'inflation comme risque majeur, même si une partie de l'inflation est dérivée de la crise géopolitique. Toute l'inflation n'arrive pas de la crise géopolitique, on le sait bien ça, mais une partie plus récente est arrivée par la géopolitique, c'est pour moi le risque principal, à la fois pour l'Europe et aussi en partie par rapport aux éléments collatéraux pour l'économie américaine. Donc finalement, aujourd'hui, moi je mettrais que le risque géopolitique prédomine par rapport, d'un point de vue de la perception du marché, si vous voulez, de la perception des investisseurs, c'est plutôt la géopolitique désormais, plutôt que l'inflation, parce que c'est très dérivé. Si la géopolitique se tasse, eh bien les prix de l'énergie baisseront beaucoup plus fortement, le sentiment, le moral des consommateurs, même si ce n'est pas immédiat sur leur portefeuille, ça va s'améliorer parce qu'on se dit, ça va mieux sur l'aspect géopolitique, donc les prix de l'énergie vont baisser, donc le consommateur, donc les entreprises, donc les investisseurs auront une meilleure visibilité. Vous voyez, c'est le risque majeur, il arrive désormais surtout par la géopolitique. Voilà. Et ensuite, l'inflation est un risque second, je dirais, dans la perception des investisseurs, et puis tout ce qui est Chine, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, etc., ça vient un peu plus après maintenant. Voilà un petit peu la graduation des risques. Donc, si on veut avoir des signaux pérennes de détente des indices mondiaux, ça devra passer, selon moi, par la géopolitique d'abord. Tout ceci, cet environnement, ça se traduit comment au niveau des taux? Là, vous avez la courbe des taux aux États-Unis. Ça, c'est une courbe de taux, donc c'est assez très classique. Hein. Vous avez des échéances courtes à gauche, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous voyez les échéances, vous les lisez ici, jusqu'à 30 ans, donc il y a des taux jusqu'à 30 ans. Et l'axe vertical, c'est les pourcentages. Une courbe de taux normale, les taux courts, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça doit toujours monter comme ça. Et les échéances suivantes montent aussi, etc., jusqu'au taux de 30 ans. Une courbe de taux normale, elle ne fait que monter, alors avec des angles parfois un peu plus écrasés en haut, etc. Mais là, cette courbe, elle nous montre quoi? Qu'elle est inversée. C'est-à-dire que vous avez un taux 10 ans qui est bien inférieur au taux 2 ans, bien inférieur au taux 1 an, bien inférieur au taux 6 mois. C'est complètement anormal. Un taux 6 mois ne doit pas être, dans un schéma de fonctionnement normal de l'économie, un taux 6 mois ne doit pas être au-dessus d'un taux 10 ans. Donc, ça traduit quoi cette courbe de taux qui a cette allure-là? Surtout cette partie-là, ça c'est un peu moins inquiétant. C'est surtout la partie ici qui est moche. Pourquoi c'est pas normal? Et surtout, qu'est-ce qu'elle nous dit, la courbe de taux? Elle vous dit en fait que le marché, vu que les taux courts sont toujours très élevés, ils montent très verticalement comme ça vous dit que les craintes inflationnistes persistent à court terme, et donc que les craintes de normalisation monétaire forte, musclée, persistent toujours. On a eu un bel exemple avec la BCE qui a augmenté son taux de 0,5% au lieu de 0,25% que le marché pricé. On aura probablement un bel exemple encore le mercredi soir avec la Fed qui devrait au moins faire une hausse de 0,75 points. Le 100 points de base, j'ai un peu plus de mal à y croire, mais 75 points de base, je pense qu'on les aura même quasiment à coup sûr. Et donc ça veut dire quoi? Que le marché se dit, tant qu'on n'assiste pas à des signaux forts d'inversion sur les prix, eh bien, les banques centrales vont continuer à pilonner parce que leur mandat, c'est l'emploi et la stabilité des prix. Sur l'emploi, il n'y a pas de souci nulle part, ni en Europe, ni aux États-Unis. Par contre, sur la stabilité des prix, il y a de gros problèmes. Et donc, ça veut dire, moi, je pense que les banques centrales sont prêtes à... En fait, elles se fichent que les marchés baissent pour l'instant, les banques centrales. Tant que la volatilité des ports de contrôle, vous voyez, le VIX aux États-Unis, sur le S&P, il est à 23-24, la Fed, pour elle, c'est parfait, aucun souci. Même si le marché US a déjà baissé de 20-25%, c'est pas un problème. Il a baissé, mais c'est un peu ce qu'on voulait aussi, c'est créer un effet de diminution de l'effet richesse parce qu'il y avait trop de consommation, cette hyper-consommation lifter les prix. C'est ça que Powell veut. Il veut limiter, il l'a dit, il faut rééquilibrer l'offre et la demande. Il y a trop de demandes, il n'y a pas assez d'offres. Il faut en gros que la demande se tasse. Et pour que la demande se tasse, il prône aussi pour que le taux de chômage reparte un peu à la hausse. Alors évidemment, il ne veut pas un taux de chômage à 10%, mais il estime, et on le voit sur les formations de prix, qu'un taux de chômage à 3 et quelques pourcents, eh bien, c'est trop peu, que le marché d'emploi est trop tendu en fait, et que donc, il y a tout simplement
un schéma du marché de l'emploi qui est très inflationniste parce que il n'y a pas assez de monde disponible pour travailler, les entreprises ont beaucoup de besoins de recrutement et donc ça fait augmenter les salaires et si les salaires augmentent, bien les prix augmentent, l'inflation et la fameuse boucle prix-salaire s'embraye et donc ça devient dangereux parce que c'est plus difficilement maîtrisable. Donc on en revient sur la courbe de taux, elle nous dit quoi? Elle nous dit que ce marché reste focalisé sur la question monétaire, inflation à très court terme, et que le marché a conscience du coup que ce fort coup de frein sur la politique monétaire des banques centrales va peser sur la croissance sur un horizon un peu moyen terme. Alors, c'est paradoxal de dire ça parce que c'est surtout maintenant qu'on voit que la croissance ralentit. Regardez, on va en parler tout à l'heure, la récession aux États-Unis, elle est quasiment actée en termes de récession technique. On aura la confirmation probablement là cette semaine que le PIB américain s'est bien contracté aussi au deuxième trimestre, après le premier trimestre, entraînant de fait la définition d'une récession technique. Même si après, Yellen, le trésor américain, certains économistes disent oui, mais une récession peut prendre plusieurs formes. Il y a la récession technique, c'est de trimestre, mais une récession, effectivement, la grosse récession de la grande crise financière 2007-2008, effectivement, c'est pas la même chose que ce qu'on a actuellement non plus. Voilà, donc c'est là-dessus que les termes de récession sont discutables. Mais pour dire quoi? Pour dire que l'aplatissement ici, ou plutôt même l'inversion de la courbe de taux, c'est ça qu'elle traduit. Elle traduit un sentiment inflationniste et redressement de taux très fort à court terme lié donc à ces prix qui sont toujours pour l'instant hors de contrôle. Et puis, avec des implications sur la croissance moyen terme, parce que le fait que les banques centrales durcissent les conditions financières, ça freine la croissance et donc ça freine les perspectives à 2 ans, 3 ans et 5 ans. Et c'est ça que nous montre ces taux qui sont plus bas. Les marchés monétaires, eux, sont convaincus que l'action des banques centrales sera efficace. Ça, ces deux courbes, elles représentent quoi? Elles représentent les anticipations d'inflation à moyen terme, sur 5 ans dans 5 ans. Et vous remarquez quoi? Que depuis fin mai, début juin, ici, il y a un vrai décrochage. Et qui est en parallèle, vous allez voir ici, de la baisse du prix des matières premières. Vous voyez, ça c'est l'indice Bloomberg des matières premières qui inclut tout, les métaux, l'énergie, les produits agricoles. Eh bien, on voit le vrai décrochage là depuis 1 mois et demi maintenant des matières premières. L'indice était à 136, il est tombé à 112. C'est donc une vraie grosse baisse, quasiment 18-20% de baisse en moyenne des matières premières. Donc, ça influence cette courbe de taux que vous avez ici, cette trajectoire d'anticipation. Donc, ça veut dire que le marché, à la fois, il voit que les matières premières baissent, donc il y aura des effets à venir sur l'inflation, donc probablement peu de temps, peut-être sur les prochaines publications d'inflation, et aussi, il se dit, et ça c'est l'aspect un peu plus négatif, il se dit que l'action forte des banques centrales aura effectivement baissé l'inflation. C'est ça que nous montre cette courbe. C'est à la fois la traduction que les matières premières baissent, ce qui aura des implications baissières sur l'inflation, mais c'est aussi la résultante de l'action musclée des banques centrales qui aura aussi des effets sur la demande parce que le coût de crédit sera plus élevé, parce que l'argent, la liquidité sera moins présente sur les marchés, parce que la Banque centrale américaine va enlever la liquidité, va faire diminuer son bilan. Et donc c'est ça aussi que nous montre cette courbe d'anticipation d'inflation à moyen terme, c'est que, oui, on va faire revenir l'inflation dans les rails à un moment donné, mais ça se fera aussi au prix d'une croissance plus faible, voire d'une période de récession, mais qui n'est pas non voulue par la Fed. La Fed a bien fait comprendre que, Powell l'a bien dit devant le Congrès notamment, devant une des chambres du Congrès, que oui, il était possible que la politique de la Fed à court terme génère une récession. Donc il n'y aura pas de surprise s'il y a récession. C'est pas forcément quelque chose qui était non voulu. Mais une récession qui arrive, il faut quand même le dire, après une période d'expansion économique très très puissante, post-Covid. On a des niveaux de croissance, des chiffres de croissance trimestriels absolument décoiffants post-Covid. Donc c'est aussi une sorte de retour à la normale. Vous voyez, c'est en ça que la récession, effectivement, il faut la pricer quand même, mais que pour l'instant, on ne peut pas la qualifier au même niveau que la récession, par exemple, lors de la crise des subprimes ou de la bulle Internet. Voilà. Autre élément, donc voilà, on reste dans cette thématique, il y a à la fois du positif et du négatif. Vous voyez, le taux de 10 ans qui était monté à quasiment 3,6%, actuellement, il est retombé plutôt à 2,7, 2,8. Donc, on sait que ça a eu un impact assez fort sur les marchés. On le disait tout à l'heure, un des premiers éléments baissiers pour les marchés en début d'année, c'était l'inflation et la rhétorique musclée des banques centrales qui accompagnaient cette inflation pour dire attention, on va agir pour corriger tout ça. Donc, ça liste à voir, 2022, ça a lifté massivement le taux 10 ans. Mais depuis maintenant, vous voyez, un bon mois et demi, presque 2 mois, le taux 10 ans se replie parce que les matières se replient, parce que l'action de la Fed est aussi perçue comme écrasante pour la croissance, en fait, ça va tasser la croissance. Donc, le positif, c'est que le taux de 10 ans baisse, ce qui veut dire que pour le marché action, à un moment donné, ça deviendra un élément un peu plus soutenant. Les taux qui commencent à se stabiliser, ça veut dire que le fameux effet TINA, il va un petit peu revenir sur le marché action. Il avait été un peu phagocyté par l'aspect rendement qui progresse, donc il y a moins d'attraction du marché action à un moment donné par rapport au risque qui pèse. Et bien, si les taux commencent à se stabiliser parce que le marché commence à intégrer
quasiment tous les éléments liés à la Fed, eh bien ça, à un moment donné, ça redeviendra positif pour le marché action. Donc la baisse des taux, elle a des aspects en partie positifs par rapport au marché action, mais à court terme, l'interprétation aussi qu'on en fait, et que fait le marché, il suffit de voir la tête des marchés de ces derniers mois, c'est que, je ne dis pas les dernières semaines, mais depuis la fin mai, début juin, on est quand même sur des marchés qui sont plutôt baissiers que haussiers. Et donc, l'interprétation qu'en fait le marché, c'est que c'est aussi un signe de récession. C'est-à-dire que le taux 10 ans se replie parce qu'on craint la récession et qu'on est peut-être probablement déjà en récession du côté des États-Unis. Voilà, donc vous voyez, il y a du positif par rapport à l'aspect action, sur l'aspect un peu TINA rotation, mais sur l'aspect lecture par rapport à la macroéconomie, c'est plutôt un signe à court terme en tout cas. Le marché en tout cas, qu'est-ce qu'il en retient de ça plutôt à court terme? Il en retient plutôt des aspects de récession, donc crainte économique, plutôt qu'un vrai booster pour le marché action. Même si on a tous vu que les actions là sont un petit peu reprises depuis quelques semaines, mais le bilan de toute cette baisse, si vous voulez, des taux de là à là, c'est-à-dire une baisse de taux qui a commencé en juin, ben regardez les indices, que ce soit le CAC, le DAX, le S&P ou autre, pour l'instant, le solde net de ce mouvement de repli du taux 10 ans, il s'est plutôt traduit par une baisse des marchés actions plutôt qu'un phénomène de soutien pour le marché action. Les mauvaises surprises pour l'économie américaine, ben ça fait partie des choses qu'on explique là depuis quelques temps maintenant. C'est qu'on voit que toutes les stats du côté des États-Unis, ben depuis, vous l'avez ici, hop, sur l'indice de surprise économique. Je vais vous montrer rapidement si je vous l'ai mis. Est-ce que je vous l'ai mis? Non, je ne vous l'ai pas mis. Bon, ben, j'ai oublié. Je crois que vous l'avez mis. Je ne l'ai pas mis. Mais en gros, depuis 2 mois et demi, 3 mois maintenant, les chiffres économiques aux États-Unis, les chiffres macro, donc les ventes de logements, ventes au détail, les PMI, pas les PMI, parce que ça, c'est des indices de confiance, mais tout ce qui est production industrielle, par exemple, etc. Mais les chiffres macroéconomiques publiés tombent en dessous des attentes. Et le dernier en date, et qui pour moi est le plus marquant et donc un peu le plus inquiétant, c'est que le PMI Service qui a été publié vendredi dernier ou jeudi, je ne sais plus, ou pour les États-Unis, mais donc qui est vraiment l'indice le plus frais en fait du sentiment dans les services, eh bien, il passe du mois précédent à 52,7 et il tombe, boum, en un mois à 47. C'est-à-dire qu'il passe d'une zone d'expansion à 52,7 en au-dessus de 50, vous voyez, ça traduit une expansion de l'activité, et boum, qu'on passe en dessous, là, ça veut dire contraction de l'activité. Dès que vous passez sous les 50, ça signifie que potentiellement l'activité dans les services se contracte. Certes, ce n'est qu'un mois, c'est d'un mois à l'autre, donc bon, ça ne veut pas dire qu'on y reste 6 mois sous les 50, mais pour l'instant, la lecture, le bruit qu'entend le marché, c'est zut, le PMI service s'est contracté. Il s'est contracté, c'est la contraction la plus forte observée depuis juin 2020. Donc, souvenir, vague Covid, un première vague Covid, on va le trouver monumental ici. Donc, le goût dans la bouche, il est très amer là. Sachant qu'en plus, le consensus, il n'était pas à 47 ou même à 48 ou à 49. Le consensus, avant la publication du chiffre vendredi, le consensus était à 52,6. Donc, énorme surprise par rapport au consensus et une réalité de contraction de l'activité derrière. Et je rappelle que les services, c'est 3/4 du PIB américain. La partie manufacturière, c'est à peu près 20%. Les services, c'est de 75 à 80% du poids dans l'économie américaine. Donc, ça, oui, ça remet une pièce dans la machine récessive, etc. Même si ça ne veut pas dire qu'on s'installe dans une récession qui va être dramatique. Mais disons que pour le marché action, le bruit qu'il entend à court terme, c'est ce bruit-là. Voilà. Donc, on peut dire, après en se projetant, du coup, c'est pas plus mal parce qu'effectivement, l'activité va quand même pas mal ralentir. Donc, l'inflation va ralentir. Donc, la Fed va commencer à baisser la cadence du resserrement monétaire, ce qui sera favorable au marché action. Ça, oui, ça va être l'enchaînement qu'on aura dans les mois qui viennent. La question, c'est le timing. C'est est-ce que dès maintenant, on considère qu'un PMI à 47, c'est un vrai facteur de soutien dès maintenant parce que la Fed, à un moment donné, va baisser le pied si l'économie, va lever le pied si l'économie ralentit trop. La Fed, elle a un mandat. Ce mandat, ce sont les prix et l'emploi, on l'a déjà dit. Pour l'instant, même si sur l'inflation corps, PCE, etc., ça commence à bouger un petit peu, etc., à plafonner un peu, sur l'inflation globale, et même si on plafonne un peu, on a encore des 8-9%. Donc, on est très, 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 très loin encore de l'objectif des 2%. Donc, de là à ce que le marché se dise tout de suite un mauvais PMI égale moins d'agressivité de la part de la Fed, pour moi, je pense qu'on n'est pas encore dans ce timing-là. Je pense que ce n'est pas encore maintenant que le marché doit se dire ça. Parce que le chemin à faire sur la voie de la baisse des prix, il sera peut-être moins long qu'on peut penser. Ce n'est pas parce qu'on est monté à 10% d'inflation qu'on va y rester 10 ans là-haut. On peut descendre assez vite derrière. Mais il faudra quand même des confirmations, selon moi, sur des publications, par exemple, d'inflation, de ce vrai virage, de ce vrai tassement des prix. Pour l'instant, ce n'est pas ce que nous ont montré les derniers chiffres dans la publication, et les chiffres macro continuent d'aller dans le sens de la récession.
Donc, le bruit qu'a le marché en tête, c'est celui-ci à court terme. Et selon moi, ce bruit n'est pas perçu comme un argument favorable par rapport à la Fed. Pour l'instant, il vient plutôt se cumuler, malheureusement, au durcissement de la Fed. La Fed est très dure et en plus, la macro n'est pas bonne. Donc, pour moi, pour le marché, ce n'est pas la meilleure équation pour l'instant. Donc, récession technique, voilà, ça c'est la dernière estimation de la Fed d'Atlanta. Vous voyez, elle estime moins 1,6. On voit donc les chiffres jeudi du PIB américain. La Fed d'Atlanta estime qu'on sera à moins 1,6 de croissance au deuxième trimestre, donc pas de croissance, contraction. Et donc, après moins 1,6 également au premier trimestre, ça voudrait dire récession technique. Que dit le VIX? Le VIX nous dit, je ne suis pas très nerveux. Il nous dit que les investisseurs ne sont pas très nerveux. Ils ne se couvrent pas vraiment. 23 de vol. Alors, attends, 23 de vol, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Un fleuve tranquille, c'est quand on est dans une zone au moins en dessous de 20 et plutôt proche de 15 que de 20. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille, mais par contre, on voit bien quand même que par rapport au niveau de stress que nous avions ces derniers mois, on est revenu sur des niveaux de stress qu'on avait plutôt fin avril, début mai. Donc, le stress a baissé. C'est ça que montre le VIX. La question, c'est du coup, est-ce que les investisseurs ont raison d'être finalement moins nerveux qu'il y a quelques semaines? Est-ce qu'ils ont raison d'être moins nerveux? Si on parle de la Chine ou autre, ça va un petit peu mieux, on l'a dit, sur l'aspect sanitaire, moins de confinement, donc il y a quelques raisons de l'être. Le prix des matières premières qui a beaucoup baissé ces dernières semaines, c'est aussi un motif de satisfaction par rapport à des prix qui, du coup, vont baisser très probablement dans les semaines qui viennent, en tout cas commencer à montrer une inflexion dans les semaines qui viennent. Mais il y a des critères de risque dont on parle, à savoir la partie géopolitique. Et je vous dirais, le VIX à 23, c'est parfait si nous commencions à avoir des signaux de détente sur la géopolitique, par exemple. Alors on peut dire oui, mais les exportations, ça y est, des accords ont été trouvés pour l'exportation des céréales, etc. Bon, peut-être que c'est le début de quelque chose, mais il n'y a pas de cessez-le-feu pour l'instant. Il n'y a pas encore d'éléments concrets sur le terrain qui nous permettent de dire, bon, là, on commence à arriver sur une désescalade. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à 23, actuellement en tout cas, vu les stats qu'on a eu, les PMI, la Fed qui va vers des hausses de taux toujours puissantes, une inflation qui est encore très élevée et une géopolitique qui n'est pas détendue, est-ce qu'on ne peut pas conclure que le VIX est peut-être un peu trop bas actuellement par rapport à la situation actuelle? Moi, c'est un peu mon sentiment. Voilà, donc tant que le VIX ne vient pas chercher sous les 20, 19, vous voyez ces zones-là, je continuerai à être un peu prudent pour l'instant sur l'approche des marchés. Le dollar, lui, il a quand même fait une sacrée partie de sacré rallye aussi, absolument gigantesque. Oui, on est ici. Je pense que la plus grosse partie du rallye est quand même derrière nous. Mais la plus grosse partie derrière nous ne veut pas dire qu'après, hop, le dollar retombe d'un coup. D'ailleurs, regardez la structure un peu de la hausse, une grosse accélération ici, 2016-2017, une deuxième grosse accélération au niveau du Covid, ici la crise Covid, ça retombe, et puis troisième grosse accélération, et puis on casse en plus de niveaux précédents. Donc ça donne un peu le sentiment qu'on a déverrouillé finalement une zone dans laquelle on s'installe. Moi, je ne pense pas que ça veut dire qu'on va monter au plafond à 120, 124, mais j'ai l'impression qu'on peut rester au-dessus en tout cas des anciens sommets quelques temps, et puis faire peut-être quelques allers-retours. Vous voyez, on descend à 106, puis on monte à 108, 109, peut-être un peu plus haut, puis on descend un peu, puis vous voyez, plutôt une phase en fait de consolidation derrière, un peu un truc comme ça, vous voyez, gros rallye, et puis une phase un peu consolidante comme ça qui peut nous attendre derrière. Donc, on sait que certains marchés sont sensibles à ça, au dollar fort. Plus le dollar est fort, plus les rendements américains sont élevés, plus la Fed durcit sa politique, ou en tout cas une politique qui devient restrictive, moins les émergents aiment ça. Les émergents, ils aiment bien quand il y a une politique accommodante parce que ça libère de la liquidité qui vient s'investir sur les marchés émergents, etc. Quand il y a moins de liquidité, on rapatrie le cash, on fait un peu moins de carry trade, on rapatrie tout ça aux États-Unis parce qu'on a des rendements plus sécures là-bas. Et puis les émergents, les flux de capitaux sont plutôt sortants pour les émergents. Et donc, le dollar, si vous voulez, le dollar index, il nous montre que les émergents peuvent commencer à un moment donné à devenir un pari qui redeviendra intéressant parce que le plus gros de la hausse est probablement derrière nous. Mais là aussi, pour que ça commence à devenir vraiment un signal de top départ pour les émergents, selon moi, ça doit arriver par des questions plutôt liées à l'inflation ou à la Fed, qu'on commence à avoir une Fed qui plafonne un peu dans son message, qu'on commence à avoir des indices de prix, CPI ou PCE, donc ces deux grosses mesures côté US d'inflation, qui, boum, d'un seul coup, d'un mois à l'autre, ça y est, commence à se replier à la fois sur la partie corps, c'est-à-dire hors alimentation, hors énergie, et sur la partie plus globale. Voilà. Tant qu'on n'a pas un top départ comme ça, un peu marquant, vous voyez, où on voit une vraie inflexion accompagnée d'un message de la Fed, où on voit que le dollar commence à lâcher un peu, où les taux US commencent à se stabiliser, voire à rebaisser un peu plus fortement, et que les émergents repartent un peu, pour l'instant, le schéma qu'on peut anticiper, c'est plutôt un dollar qui reste quand même assez élevé quelques temps, voire qui monte encore un peu, et donc toujours un peu des vents contraires pour l'instant pour les émergents. Donc, selon moi, c'est pas encore, même si le dollar, vous voyez, on le voit, le dollar index, il est un peu baissé depuis quelques jours,
je trouve que ce n'est pas encore suffisamment costaud comme signal pour qu'on puisse en conclure que ça y est, un top a été touché sur le dollar index. Pour que le top ait été touché, il faut qu'on ait une traduction macro de ça, ou plutôt un signal macro en provenance de l'inflation, voilà, qui confirme que ça y est, toute cette thématique inflation forte, pic rhétorique du Fed est déjà passée, ce qui, pour l'instant, ne peut pas être confirmé à l'état actuel des choses. Là, je n'en parlerai pas, c'est intéressant ce soir. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, puis un peu sur le CAC derrière, très vite. Voilà, ça c'est très, oui, c'est des signaux contradictoires que l'on a. Vous avez 3 courbes à l'écran. Je vais faire très simple. Ces 3 courbes montrent la valeur d'un panier d'obligations très large d'entreprises qu'on appelle les obligations à haut rendement, le high yield. Ce que vous avez à l'écran, ce ne sont pas les taux, c'est la valeur des obligations. Donc, en gros, la courbe orange, c'est la Chine. Vous voyez que la valeur des obligations des entreprises privées chinoises qui ont émis des obligations, vous voyez que c'est un bain de sang, ça n'arrête pas de baisser. Pourquoi? Parce que là-dedans, vous avez des obligations de promoteurs immobiliers. Et pourquoi je dis qu'il y a un vrai paradoxe? Parce que les marchés actions chinois ont beaucoup rebondi depuis quelques semaines, très gros rebond sur la Chine, sur les marchés actions, mais le high yield, les obligations high yield n'ont pas suivi. Alors que les 2 courbes que vous avez ici, violet et bleu, c'est le high yield pour l'Europe et les États-Unis. On voit que le rebond des marchés actions qu'on a eu ces derniers jours-là a été également suivi par un rebond sur le high yield. Ça, c'est très cohérent. Ça veut dire qu'on rachète des actions un peu Europe-US, en tout cas, c'est ce que le marché a fait. Et en même temps, il a racheté aussi un peu d'obligations, ce qui est cohérent par rapport à une perception du risque. Si le risque se détend, qu'on voit les choses peut-être un petit peu mieux, je ne dis pas que moi je suis convaincu par cette détente, hein. Je dis simplement que le marché, lui, il a fait un truc de cohérent. Il a acheté les actions US et Europe d'un côté, en achetant aussi les obligations, ce qui va ensemble. Là où il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, c'est que le marché action chinois rebondit, mais les obligations chinoises, elles, n'ont pas rebondi. Et ça, vous voyez, là, dans la balance des risques, sur la Chine, il y a effectivement les déconfinements d'un côté, ça va mieux, mais de l'autre côté, par contre, sur l'aspect immobilier, on voit qu'il y a des tensions au niveau des banques aussi, hein, des banques qui, avec leurs clients, disent bah, vous devez nous rembourser. Le client dit bah, attendez, moi, je n'ai pas été livré de mon bien immobilier parce que le promoteur il a fait faillite, donc je ne vais pas rembourser la banque. On voit qu'il commence à avoir aussi des tensions sociales en fait, hein, par rapport aux questions de remboursement de crédit immobilier en Chine. Donc, oui, cette thématique immobilière en Chine, même si la Chine met en place des mesures de soutien, ça reste la partie faible, hein, de la reprise chinoise pour l'instant. Donc, il faudrait qu'il y ait quelques bonnes nouvelles là-dessus pour que le high yield chinois commence à repartir aussi, que les actions chinoises poursuivent leur rebond, et là, on sera un peu plus rassuré. Voilà. Pour l'instant, quand je vois cette courbe orange, on ne peut pas être rassuré sur la Chine à ce stade-là de manière, on va dire, plus pérenne. Voilà, que disent les multiples de valorisation? Je vais juste faire ça rapidement. Donc ça, c'est les multiples du S&P 500. Hein, c'est le fameux ratio court-bénéfice, le ratio PE. Il vous dit quoi? Il vous dit que par rapport aux dernières années, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, les multiples de valorisation, vous avez un peu au-delà de 18, eh bien, ils sont dans une zone qui serait tout à fait comment dire, propice à de l'achat d'actions dans un environnement qui ne se dégraderait plus. C'est ça que nous dit ce ratio. Il dit si ça reste figé en l'état, si les prix ne montent plus, si le consommateur retrouve un peu de confiance, si la crise géopolitique commence à tourner du bon côté, ces multiples nous disent ok, ce sont des bons niveaux pour y aller. Mais il y a beaucoup de si. Pour l'instant, oui, on voit que les multiples, d'un point de vue des dernières années, sont sur des niveaux assez attractifs. Mais ce graphique nous montre aussi que par le passé, un passé assez récent finalement, 2012, 2013, 2014, on a connu des multiples à 14 ou 16 fois les bénéfices, qui étaient donc en dessous des multiples à 18 fois les bénéfices. Et que donc, si la géopolitique ne se résout pas plus vite que ça, et donc entraînant de fait l'Europe en récession, baisse de confiance pour la consommation, pour les chefs d'entreprise, pour les dépenses de CAPEX, donc pour l'investissement, et bien dans ce cas-là, vous avez un risque d'avoir des multiples de valorisation aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qui continuent de baisser parce que les investisseurs estiment que 18 fois les bénéfices, c'est encore trop cher et que ça vaut plutôt, dans la phase actuelle, plutôt 15 ou 16 fois les bénéfices, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis que la phase actuelle, elle est quand même, d'un point de vue de la perception globale du risque, elle est un peu mieux qu'il y a quelques mois, liée un peu au sanitaire en Chine, un peu au fait que les matières premières aient un peu baissé, mais on n'a pas, disons, ce qu'on peut qualifier de game changer. Moi, le game changer, il va être surtout d'ordre géopolitique. C'est ça le game changer, je pense, pour la perception du risque. Parce qu'aussi derrière, il y aura du coup des banques centrales qui commenceront à lever un peu le pied aussi sur leur rhétorique agressive. Voilà. Un game changer peut aussi être la Fed, hein, qui à un moment donné, peut-être dans 1 ou 2 mois,
commencera à dire, bon, attention, l'économie est en récession, etc. Les hausses de taux, ça y est, on a fait le plus gros. Ça commencera quand même à stabiliser un peu le marché aussi. Mais vous voyez, on n'est pas là pour l'instant, ni sur la Fed, ni sur la géopolitique. Donc, je vous réponds, oui, d'un point de vue historique, ces multiples ne sont pas inintéressants. Donc, ça, c'est des réflexions qui sont propices à l'investisseur de moyen terme. Mais à court terme, pour le trader qui se dit, est-ce qu'à 18, c'est une bonne affaire? L'environnement macro pour l'instant et géopolitique ne permet pas d'aller dans le sens de la conclusion que oui, à 18 fois les bénéfices, au moment où on se parle, nous sommes sur de vraies bonnes affaires sur le marché action. Voilà. Et dernier élément, et après je m'arrêterai là-dessus. Donc là, on n'est pas forcément dans le cas de trading, hein, c'est plus des niveaux et un graphique du CAC à moyen terme. Mais moi, il y a une zone, si vous voulez, qui permettra de dire à quel moment on va se détendre. Là, oui, ce qu'on remarque, c'est qu'à deux reprises avec le CAC, tape une ancienne oblique qui est ici. Donc, il y a une zone technique, on l'a vu plusieurs fois dans le market live, qui est une zone dense, donc qui normalement a la capacité d'absorber quand même la plus grosse partie du choc. On voit tous ce rebond qui s'est opéré ces derniers jours, qui est ici. Moi, ce rebond, même à 6002, il est encore trop faible. Même si ça fait 2 fois qu'on tape le support oblique, qu'on rebondit, pour moi, on commencera à parler vraiment d'une détente plus pérenne si on commence à taper les 6005, 6006. Parce que dans ce cas-là, vous vous éloignez fortement des supports, vous commencez à revenir à équidistance du point haut et du point bas, donc un niveau décembre-janvier et puis niveau de mars ici. Et donc, c'est un niveau qui sera plus équilibré, et sachant que si on remonte en plus sur ce niveau-là, c'est que probablement entre-temps, il y aura eu quelques bonnes nouvelles, quelques bonnes stats macro, ou un truc d'une banque centrale, ou un truc géopolitique, vous voyez. Donc, pour moi, les niveaux dans l'environnement actuel qui serait plutôt rassurant, c'est plutôt les zones, si on commence à flirter avec 6005, 6006, et là, effectivement, je pense que la petite musique de fond reviendra quand même nettement plus positive, à la fois d'un point de vue graphique et parce qu'elle aura été accompagnée par quelques trucs macro favorables. Pour l'instant, à 6002, même si le rebond depuis 5008 a été assez marqué, on n'est pas encore dans une zone où on peut qualifier ça de zone de pérennité, de tranquillité, de sérénité plutôt, hein, pas de pérennité, de sérénité, de tranquillité. C'est pas encore une zone où on se dit je suis tranquille. On note qu'il y a un support technique qui pour l'instant renvoie les cours, mais ça ne s'accompagne pas par une macro qui, pour l'instant, est plus favorable. Donc moi, je resterai encore un peu prudent pour l'instant à court terme dans cette approche-là. Voilà, et donc je vais renvoyer la parole à Fabien et Maëva. Parfait, merci beaucoup Alexandre pour cette revue de macro en quelque sorte. Alors, je vais passer la main tout de suite à Fabien. Alors, Maëva, est-ce que tu peux afficher le PowerPoint ou tu préfères que je le fasse moi-même? Oui, tout à fait. Je peux l'afficher. Il faudra juste que tu me dises. Sinon, je l'ai. Donc, attends, je vais peut-être le faire, ce sera plus simple, comme ça je pourrais switcher avec ma plateforme. Excuse-moi. Ok, pas de Voilà. problème. Là, donc, je vais passer en mode diaporama. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je vais te dire tout de suite. Ouais, c'est bon, je te vois ton écran, oui, c'est bon. Parfait. Ok. Donc, Alexandre a parlé vraiment du concret avec une analyse des indices actions. Le thème du webinaire, c'est donc les clés pour investir sur indices. Quand on parle d'indices, ça peut être très large. Là, c'est vrai qu'on va se focaliser sur les indices actions, mais depuis les 15-20 dernières années, avec le règne des ETF, les indices peuvent prendre toute forme de, voilà, que ce soit des indices concernant un secteur d'activité, un secteur géographique. Bah là, moi, en tout cas, je vous parlais des indices actions, comme l'a fait Alexandre, et je vous parlais de ceux que je regarde, donc principalement les indices européens et américains. Et Alex a parlé de choses très concrètes et actuelles, alors que moi, je vais plutôt prendre du recul sur comment investir, dans le sens comment investir ou trader les indices. Et en plus, je vais inscrire ça en parallèle avec ma participation au Turbo Trading Challenge, puisque je me suis inscrit et je participe depuis le début, et j'ai pris quelques positions. Donc voilà, c'est une manière d'articuler ça de manière sympa, puisque c'est une série de webinaires dédiés. Donc, que surveiller quand on parle d'indices? J'ai relevé quelques données objectives. Donc, je commence par citer la construction, la composition et la structure de l'indice. C'est vrai que d'un indice action à l'autre, même au sein de la même zone géographique, on ne va pas avoir les mêmes constructions. Donc, c'est important déjà de comprendre ce qu'on traite. Alors, il y a des indices qui vont avoir 40 valeurs, d'autres 30, d'autres 100. Donc, déjà, les indices ne se comporteront pas de la même manière, ils seront plus ou moins sensibles. Également, certains indices vont être très concernés par un secteur d'activité, peut-être plutôt l'industrie, alors que d'autres vont être plutôt tournés vers les services. Et quels services, donc rentrer dans ce détail, tout ça c'est assez important, et puis ça peut ouvrir
voilà, déjà comprendre ce qu'on fait, ça permet ensuite de monter des stratégies en toute connaissance de cause. Donc, est-ce qu'on veut plutôt monter des spreads? Est-ce qu'on veut plutôt investir sur les technologies? Est-ce qu'on veut, voilà, donc bien comprendre tout ça. Au niveau de la structure, bah, je voudrais aussi dire qu'il y a certains indices qui détachent les dividendes, d'autres qui les intègrent. Donc, si on choisit de faire des stratégies de spread ou d'en comparer l'un à l'autre, être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et enfin, par exemple, aux États-Unis, il y a un indice qui est l'indice historique qui est très populaire, qui est le Dow Jones, et qui en l'occurrence a une méthode de calcul qui est très bizarre, mais parce qu'elle est très ancienne, qui est fondée sur le cours de l'action. Donc, le Dow Jones qui reprend les 30 plus grosses valeurs industrielles, enfin, 30 plus grosses valeurs américaines, mais en fonction de la valeur faciale de leur action, alors que la plupart des indices maintenant s'appuient sur la capitalisation ou un ratio qui comprend plusieurs données très cohérentes. Donc voilà, faire attention à tout ça pour bien comprendre ce que l'on fait. Toutes ces infos, vous les avez hein, chez IG d'ailleurs, parce qu'IG propose au total 17 000 produits financiers indexés sur beaucoup de sous-jacents. Et d'ailleurs, un des points forts quand on traite les indices, c'est d'avoir accès à un grand nombre de produits financiers dérivés. Cette liberté, c'est a priori un avantage et ça doit l'être, mais il ne faut pas se perdre, il faut savoir ce que l'on fait. Et l'avantage sur indice, en tout cas sur les gros indices, c'est d'avoir une liquidité suffisante pour pouvoir traiter dans de bonnes conditions tout type de produits, donc directionnels ou autres, puisque IG propose aussi, la section va plutôt s'intéresser aux produits directionnels, puisque la compétition est tournée vers les Turbo 24 qui sont vraiment des produits directionnels. Mais IG propose une gamme d'options OTC vraiment sympa. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur les indices. Information, actualité, contexte. Alors, ça, c'est un peu ce que vient de faire Alexandre. Donc, bien sûr, il faut, au moment où on choisit de monter une stratégie, être pleinement conscient du contexte dans lequel on est. Écouter Alexandre au quotidien, ou en tout cas au moins régulièrement, permet d'avoir ça. Mais il y a aussi des médias BFM Business ou autres qui permettent, ou même des médias aussi en anglais, hein, enfin en anglais, qui sont plutôt américains d'ailleurs, CNBC ou Bloomberg, qui permettent d'être au courant de l'actualité financière, parce que c'est vrai que quand on regarde les actualités généralistes, on parle très peu d'économie, donc il faut quand même faire cet effort de s'informer pour bien comprendre les enjeux. Et tout ce dont vient de vous parler Alexandre, par exemple. Se tenir informé à l'avance, surtout si on fait du trading à court terme, des chiffres, donc les publications qui sont à paraître, quand est-ce que sont prévus les discours des banquiers centraux, etc. Donc, cadrer les choses et anticiper, c'est indispensable. Voilà, donc regardez les calendriers d'information économique pour ça. Idéalement, si vous faites du court terme, prendre les services d'une Squawk Box. Moi, je suis abonné à Live Squawk, qui permet vraiment d'avoir l'information via un flux audio en temps réel le plus rapidement possible. C'est des gars qui sont en salle de marché à Londres et dont le job, c'est de balancer l'information le plus vite possible. Et parfois, c'est super important quand on fait du trading à court terme, notamment quand il y a des nouvelles inattendues. Et en ce moment, il y en a pas mal parce que entre il y a quelques années le Covid et puis là plus récemment cette guerre, et c'est des événements et des moments où il y a de l'information qui tombe sans qu'on s'y attende. Forcément, ce que je veux dire par là, c'est qu'une publication telle que l'NFP ou un discours d'un banquier central, on sait à l'avance que ça va être à telle heure, et donc on peut s'y préparer. Et le marché, les market makers, price et s'attendent également à cela et agissent en conséquence. Peut-être se retirent juste avant. Et enfin bref, par contre, des nouvelles qui surprennent l'ensemble du marché, ça c'est important d'être au courant le plus vite possible quand on fait du trading à court terme. Ça peut soit amener de belles opportunités ou au moins se permettre de s'en protéger ou de ne pas intervenir. Enfin voilà. Voilà. Au niveau voilà, du cadrage statistique, c'est important de, je pense, mesurer la volatilité, qu'elle soit historique ou implicite, pour anticiper correctement le type de mouvement qu'on peut avoir par rapport à son trade, que ce soit à long terme ou à court terme. Là, en ce moment, Alex disait qu'on était à un VIX à, j'ai plus le chiffre précis en tête, on a combien sur le VIX à 23, 24 ? Alors. Oui, Fabien. Oui, c'est bien ça, le VIX 23, 24 actuellement, tout à fait. Donc, si on veut une méthode de calcul simple pour avoir le taux de variation journalier du S&P, je crois qu'il faut diviser par 16.
Et donc, on doit être aux alentours d'une volatilité moyenne attendue de 1,2, 1,3% par jour. C'est approximatif ce que je dis, mais en gros, ça donne une idée du type de variation quotidienne moyenne qu'on peut avoir. Voilà, juste cadrer ça pour avoir à peu près une idée. Voilà, se dire, il y a quand même, après, on peut faire avec les écarts types et notamment via l'étude de la volatilité implicite, des calculs précis sur statistiquement le pourcentage qu'on a d'aller à tel niveau par rapport à tel niveau. Voilà, en tout cas, s'intéresser à tout ça, ça peut être qu'un plus pour moi dans la panoplie du trader avant de monter une stratégie, avant de prendre position. Et voilà. Et enfin, j'ai ajouté cycle ou moment de la journée selon l'horizon de temps. Donc, si on est à long terme, eh bien, se demander si on est dans un cycle. Il y a des expressions qui ne sont pas dénuées de sens du tout. Hein. Par exemple, sell in May and go away ou le rallye de fin d'année. Tout ça, si on les étudie sur le long terme, c'est vrai. Il y a des phases de cycle sur le marché, mais également des cycles par rapport aux banques centrales. Simplement, est-ce qu'on est plutôt en phase de remontée des taux ou d'abaissement des taux? Enfin bref, si on est sur du long terme, quand même faire bien attention aux notions de cycle. Voilà, pour essayer de se repérer et de se demander, là en ce moment, par exemple, je dirais qu'on est dans un cycle pessimiste, plutôt déprimé. Ça ne durera pas indéfiniment, mais si on se base sur l'étude historique, il y en a qui peuvent durer quand même plusieurs années. Dans l'histoire plus récente, c'est très rare. En général, les cycles baissiers sont assez vite corrigés, mais bon, les marchés ne sont pas toujours les mêmes. Mais sinon, quand on fait du trading à plus court terme, je dirais faire attention au moment de la journée dans lequel on est. Chaque journée boursière, puisqu'on parle d'indice, c'est rythmé. On sait qu'à 9h, il y a l'ouverture des marchés européens, 8h, ouverture des futurs, 9h, ouverture des marchés européens. Et l'après-midi, souvent 14h, 14h30. Donc 14h, on va peut-être avoir des publications, 14h30 souvent aussi. Les discours tombent aussi dans ces horaires. Là, les taux, maintenant, c'est 14h15, 14h45. Et ensuite, 15h30, l'ouverture des marchés américains. Tout ça, c'est important de savoir que, en général, c'est des moments mouvementés, les périodes d'ouverture de marché. Donc, on ne va pas trader de la même manière voilà, que, par exemple, à midi ou je sais pas, à 18h. Donc, voilà, quelques données objectives qui permettent déjà de cadrer les choses. Ensuite, je voudrais passer à des données plus subjectives. Donc là, ça va être plus par rapport à moi, mon approche de l'investissement ou du trading sur les indices. Donc, bien prendre conscience qu'il y a différents produits financiers, comprendre leurs mécanismes et leurs avantages et leurs inconvénients. Faire l'effort de les comprendre, parce qu'il y a des produits dérivés qui peuvent être moins faciles d'accès que des produits purement directionnels, mais qui peuvent donner une information hyper importante, même si, in fine, on ne les traite pas. Tout ce qui est options vanille ou options à barrière, etc., ça donne des informations vraiment importantes, même si finalement on fait du trading directionnel. Donc, IG fait un gros effort sur la formation. Il y a des quantités énormes de fiches informatives, de formation en vidéo également. Donc, je pense que si on commence à se passionner pour l'investissement et le trading, il faut faire l'effort de rechercher un peu à dépasser ses limites. Et je dis ça un peu moi-même parce que pendant des années, je ne m'intéressais pas à certains produits dérivés qui ont bien fait évoluer mon approche, mon trading et même mes résultats. Donc, voilà. Il y a 17 000 produits chez IG, c'est énorme. Tous ne vous correspondront pas, mais en tout cas, connaître leur fonctionnement ne peut être que positif, d'après moi. Merci les indicateurs. pour ce rappel et pour avoir rappelé également que c'est vrai, on fait un énorme effort de formation. Il faut rappeler qu'en fait, nous, IG, comment est-ce qu'on se rémunère? On se rémunère sur le spread. Donc, pour que nous, on puisse vivre, il faut que nos clients tradent. Pour que nos clients tradent, il faut que ça se passe bien. Il faut qu'ils soient formés à fond et qu'ils génèrent des bénéfices. Voilà, c'est ça la clé d'un client qui va trader pendant longtemps. C'est qu'il faut qu'il soit bénéficiaire. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on accentue cet effort sur la formation. Alors, ce que je vous propose, tu as bien terminé? Pardon? Je disais, tu as bien terminé? Non, je voulais encore dire 2-3 petites choses. Ah, et ben alors vas-y, je te laisse la parole. Ouais, donc les différents produits financiers. Ensuite, il y a les indicateurs techniques ou statistiques selon sa stratégie. Donc là, ensuite, une fois qu'on a fait tout ce cadrage objectif, qu'on connaît les différents produits financiers à disposition par rapport aux indices, eh bien, choisir quel type d'indicateur et vers quel type de stratégie on souhaite se tourner. Donc pour ça,
tout ce qui est analyse technique peut aider pour le timing, que ce soit au niveau des entrées ou des sorties. Et ouais, cadrage statistique, si on veut monter par exemple des stratégies optionnelles, ou même si on utilise par exemple des Turbo 24 sur la manière dont placer son knockout. Et je pense qu'un des avantages des Turbo 24, c'est de tenter potentiellement de profiter de scénarios avec des asymétries de volatilité, c'est-à-dire d'aller chercher des gains plus importants que les pertes. Et puisqu'on a des pertes strictement limitées avec les Turbo 24, on peut le faire dans de bonnes conditions. Et en ce moment, il y a le challenge, là, le concours. On voit certains qui font des stratégies, des performances vraiment hallucinantes, ce qui est cohérent pour un concours, c'est ce qu'on recherche. Mais ouais, les Turbo 24 sont intéressants dans ce sens notamment. Enfin, alors, les informations, avis et idées de son équipe, de son réseau ou de sa communauté, ça j'ai mis dans les données subjectives, parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément avoir trop d'avis de personnes extérieures pour pas se laisser perturber. Moi, j'aime bien discuter au maximum, j'apprends beaucoup en discutant, en échangeant. Après, il faut choisir avec qui on discute et qui on souhaite écouter, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, sur les données subjectives, j'ai terminé. Et ensuite, ce dont je voulais parler, c'était plutôt d'une expérience concrète par rapport au challenge. Mais je ne sais pas, Maëva, si tu veux d'abord prendre la parole. Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, notamment par rapport au concours. C'est vrai qu'on est dans une configuration spécifique où aussi la prise de risque est accrue par rapport à ce qu'on pourrait faire sur du trading, du prop trading ou même de la gestion d'épargne. C'est vrai qu'il y a ce côté prise de risque un peu, j'aime pas le dire, mais coup de poker qui peut être parfois un petit peu je dirais, différent de ce qu'on fait en temps normal. Donc, tu as bien fait de le rappeler quand même dans ce cadre-là. Mais après, tout à fait, le Turbo 24 dans sa fonction est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, puisque l'avantage, en plus d'avoir du levier, c'est de pouvoir personnaliser ce levier. Et ça, quand on parle de gestion du risque, c'est l'outil idéal, c'est-à-dire la possibilité vraiment de customiser la prise de risque en fonction de ses besoins. Ouais. Alors, je vais passer sur la plateforme pour montrer 2-3 petites choses ou tu avais d'autres éléments sur lesquels tu souhaitais… Alors oui, bah, c'est ça, hein, c'est exacerbé dans le cadre d'un concours et il ne faut pas, je veux dire, si on débute, prendre de mauvaises habitudes. Ces produits permettent des effets de levier importants, mais le levier, c'est très compliqué à gérer. Donc, surtout quand on débute, privilégier des stratégies à très faible levier si on est dans le cadre du réel. Mais si dans le cadre du concours, il faut prendre des risques. Alors moi, j'ai choisi d'en prendre, j'avais mis l'exemple avec la seule position que j'ai prise dans le cadre du concours qui est sur le DAX, qui était sur le DAX le mardi 19. Donc je m'étais dit, puisque tout le monde va tenter des grosses positions, étant donné qu'on est sur un concours avec du démo, bah moi aussi je vais le faire, mais je vais attendre un moment qui me semblait propice. Donc voilà, c'est la position que j'ai prise qui a duré seulement 1 heure et qui a permis d'atteindre une performance d'un peu plus de 36% et qui me permet de me classer 10e. Alors, je n'ai pas vu la mise à jour aujourd'hui. Et donc, globalement, ma position, et ça donne une petite idée sur mon type de raisonnement. Là, en l'occurrence, c'était pour du trading à court terme. J'avais un biais haussier. Donc, en général, j'essaie d'avoir un biais sur l'indice. Et en général, il est plutôt haussier. C'est vrai que je suis plutôt optimiste et haussier sur les indices. Puis structurellement, les indices, quand même, sur le long terme, sont haussiers. Et en plus, moi, j'ai commencé en 2007 sur les marchés. Donc, il y a eu la grosse crise de 2008. Mais derrière, je n'ai connu que des années de hausse. Donc, je tendance à être plutôt haussier sur les indices. Et donc, ce jour-là, j'avais un biais haussier. Je cherchais une bonne configuration. Donc, je suis rentré à 10h15, il me semble, sur cette bougie. C'était ici, pardon, sur cette bougie. Donc, on avait eu une amorce de rebond, des vendeurs qui n'arrivaient plus à pousser et les acheteurs commençant à revenir. Il m'a semblé que c'était une bonne opportunité d'acheter. Je suis ensuite sorti 1 heure plus tard sur ces niveaux. Le mouvement a continué, mais en tout cas, ça m'a permis de faire une performance significative qui ne me permet pas d'être dans le top 3 du classement, mais je suis assez content d'être 10e et on verra comment ça évolue par la suite. Là, le premier, il est à plus 500%, donc je ne vais pas aller le chercher du tout si je vois qu'on est là à la fin. Surtout que ça a évolué, hein, parce que ce soir, il me semble que tu es 5e.
Eh ben, c'est cool. Mais si le premier il est pas trop loin de moi, je tenterai de nouveau. Et sinon, en fait, je me dirais, je suis content d'être cinquième. Et c'est plutôt, comment dire, je vais pas m'en vanter, mais c'est plutôt cool d'être cinquième du concours IG sur 300 participants, me semble-t-il. Ah oui, oui, c'est une belle perte, hein. Voilà, c'est comme ça que je vais Et le puis il reste prendre. encore Et 4 jours, hein. Là, on n'est que à mi-parcours, donc il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer et la remontada est tout à fait possible. ouais, mais bon, ouais, mais après ça va nécessiter de prendre des risques totalement démesurés parce que bah, théoriquement, il faut pas du tout prendre ce genre de risque. Il faut donc voilà, on verra comment je gère ça. Je vais surveiller ce que font les gars devant moi et m'adapter en conséquence. Mais du coup, c'est quand même un bon indicateur. On voit beaucoup de traders là qui ont échoué au concours parce qu'ils prennent beaucoup de risques pour être premiers, ce qui est logique, hein. Tout le monde veut gagner la fameuse le super ordinateur, la station de trading euh, qui est promise au premier. Mais du coup, on voit beaucoup de gens qui ont cramé l'intégralité du compte démo qui était alloué au concours. Et finalement, assez peu, on doit avoir encore 10% de traders au-dessus du niveau de base. Donc, le risque excessif, ça se traduit aussi par un grand nombre de perdants. Et d'ailleurs, Complètement. Et ça se voit, hein. Il y a beaucoup là qui sont en dessous des 10 000 et même quelques-uns qu'on avait vus la semaine passée dans le top 10 qui, je pense, ont voulu rattraper le premier en essayant de mettre un peu tous leurs œufs dans le même panier. Et effectivement, il y a eu du crash derrière. ouais. Donc, pour terminer, quelques idées statistiques par rapport à tout ça. Bah, déjà, faire attention au levier, ça on l'a déjà dit. Plus on traite, c'est pas forcément la meilleure solution en trading, hein. Il faut pas faire de l'over-trading. Si on avait des résultats totalement hasardeux, enfin random, que chaque participant avait une stratégie à niveau de risque équivalent, mais qui avait ouvert et fermé des positions au hasard, théoriquement, on aurait à peu près la moitié du classement qui serait positif, la moitié du classement qui serait négatif. Et si on ajoute les commissions, on devrait être à 49-51%. Là, on n'est pas là-dessus parce que les gens vont chercher. Et finalement, on voit qu'il y a assez peu de gens, il y en a quelques-uns qui ont fait des performances énormes. Et c'est un peu l'idée de l'asymétrie de volatilité là, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le premier, je ne sais pas combien il est aujourd'hui, mais à la fin de la semaine dernière, il était à 500%. Il a multiplié par 5 son capital initial. Euh, Finalement, en fait, si on avait eu des algorithmes qui auraient pris des positions au hasard, on aurait pu avoir des bien meilleurs résultats que en fait un ensemble de personnes qui essayent de se surpasser l'une l'autre, puisque si on prend tout le temps le maximum de risque pour son capital pour atteindre en fait pour faire pour faire du 500% en fait, il suffit d'avoir raison 3 fois de suite. Et en fait, ça, si on prend un calcul statistique avec un arbre binomial ou alors simplement on rentre dans une logique de pile ou face, donc on a une chance sur deux, ce qui est à peu près le cas quand on prend une position et qu'on risque l'ensemble du capital. En fait, en ayant une chance sur 8, ça fait à peu près 12%. Donc, si on aurait eu des positions totalement hasardeuses et qu'on aurait raisonné de façon purement statistique, on aurait eu un meilleur classement. Et donc, on voit que l'un des enjeux, surtout à court terme, pour le trader sur indice, c'est quand même de lutter contre soi, contre ses biais et de réellement tenter de mettre la statistique dans son sens. Et je dirais, pour conclure, que le trading à long terme me semble plus cohérent et plus simple à gérer que le trading à court terme pour plein de raisons. Et notamment l'aspect psychologique dont on a pas mal parlé avec toi, Maëva, lors d'une interview qu'on a faite ensemble il y a quelques mois. Sur le court terme, c'est très compliqué, beaucoup plus qu'à moyen et long terme, je dirais. Voilà quelques pistes de réflexion pour le trading d'indice, trading et investissement sur indice. Et c'est tout pour moi. Parfait, merci, merci Fabien. Alors, je vais reprendre la main sur l'écran pour vous montrer justement un petit peu bien la façon dont vous pouvez prendre les ordres. Alors, je pense que c'est clair hein, quand même pour la plupart d'entre vous, puisqu'on avait déjà vu ça en début de compétition. Mais néanmoins, on pourrait faire un petit rappel.
notamment sur le DAX, hein, puisque tu expliquais justement que c'était sur cet indice hein, que tu avais pris la plupart de tes positions. Donc très simplement, hein, et je rappelle d'ailleurs l'utilité du pricer, qui est vraiment l'outil clé pour justement avoir un bon money management, puisqu'il va vous permettre de connaître pour un cours du sous-jacent donné l'équivalent du prix du turbo. Donc, ça va être l'outil clé pour pouvoir ensuite placer votre limite ou votre stop. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser très simplement ici, à partir du moment où vous avez sélectionné votre turbo. Et ça peut également être utilisé dans le cadre d'un ordre différé. Si vous avez remarqué, identifié une configuration sur le marché, vous pouvez tout à fait venir finalement on peut dire, établir votre ordre pour qu'à partir du moment où le cours soit atteint, vous ayez donc la possibilité que la position soit ouverte automatiquement. Donc, on le retrouve ici, très simplement, Pricer, vous allez pouvoir ici noter votre niveau de cours sous-jacent. Vous allez obtenir directement le cours du turbo, et ça, c'est l'avantage. Et là, on va pouvoir tout simplement utiliser la fonction copier sur le ticket d'ordre. Fonction clé, puisqu'elle évite toute erreur de frappe qui pourrait, dans ce cadre-là, vous amener à de grosses déceptions ou en tout cas des erreurs majeures. Il vous suffit ici de cliquer sur aperçu de l'ordre et puis de placer votre ordre et vous allez tout simplement retrouver la position ici. Alors, hop, on va diminuer la quantité et nous voici avec notre ordre qui est placé directement sur le marché. Alors, merci en tout cas à Alexandre et à Fabien ce soir pour votre participation. Je vous rappelle que cette présentation sera visible en replay dès demain. Alors, avant que nous nous quittions, est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des précisions? Je vous rappelle qu'on a abordé plusieurs thèmes. Déjà, le contexte macroéconomique aujourd'hui sur les indices, en parlant des États-Unis et de ce qui pouvait se passer en Europe. Les clés vraiment pour investir sur les indices, donc tout ce qui pouvait être utile, consulter sa communauté, même si tu le disais tout à l'heure, ça peut être à double tranchant, puisque certains apprécient justement particulièrement cela, et au contraire, d'autres ont peur d'être un petit peu influencés en quelque sorte par d'autres visions du marché et préfèrent éviter cela. Mais voilà, c'est quelques clés vraiment pour que vous puissiez ensuite passer vos ordres sereinement et surtout en ayant en main tous les éléments qui sont les éléments, je dirais, pratiques à maîtriser pour pouvoir se lancer sur les indices, bien que les indices restent un marché, je dirais quand même peut-être un peu plus proche des actions pour ceux qui ont l'habitude peut-être d'aller sur du PEA et qui aujourd'hui se lancent sur des produits dérivés qui sont plus exotiques pour eux, peuvent leur permettre peut-être d'aller entrer dans le marché de façon plus sereine que sur des marchés qui sont extrêmement volatiles et qui sont surtout plus éloignés en termes de connaissances investisseurs, comme le Forex par exemple. Eh bien, écoutez, nous n'avons pas de questions. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés ce soir tous les deux. Et puis, pour nos participants au concours de trading, on va se retrouver dès mercredi. Et donc, ce sera le même horaire, mercredi, 18h30. Excellente fin de journée et à bientôt. Au revoir. Bye. Et oui, par rapport à une action individuelle, c'est sûr que l'indice réduit significativement le risque, puisque une entreprise individuelle peut être soumise à un risque opérationnel ou un risque très spécifique, alors que sur l'indice, on lisse, puisque même si une des entreprises a un risque très spécifique, ça ne fait pas chuter l'ensemble de l'indice. J'en ai pas parlé, j'ai oublié. Merci pour tout. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Bye.